Bonsoir à tous. Cotonou a passé une journée pluvieuse. Merci à tout un chacun de vous de démarrer cette soirée en notre compagnie. Oui, nous la passerons bien sûr sur 4 plateaux ce soir sur le grand rendez-vous avec le retour de la rubrique beauté au pluriel et de nouveaux visages sur le grand rendez-vous ce soir. Mesdames et messieurs, découvrons tout ceci juste derrière la météo. Vous êtes sur le grand rendez-vous sur BB24. Alors, quand votre degré d'audition diminue et de façon brutale, il faut donc s'inquiéter et aller en consultation. Surtout, Nature et Bien-être vous indique les traitements des premières heures du mal. Alors, les premières heures du grand rendez-vous seront également une immersion dans le commerce au Bénin. Et pour les spécialistes, c'est un univers de vitalité et de déclin. En tout cas, notre souhait, c'est votre vitalité, la vitalité de vos affaires. Et Autant Savoir va vous donner donc les astuces en la matière. Pour les jeunes qui nous suivent en ce moment, le grand rendez-vous vous invite à l'école du modèle diplomatique de l'Organisation des Nations Unies. Mais comment s'organise en fait une Assemblée générale des Nations Unies ? Réponse tout à l'heure avec l'expert de ce grand rendez-vous. Et puis, nous allons terminer en beauté ce grand rendez-vous avec le retour de votre rubrique. Je l'annonçais déjà au début de cette émission. Mais quand s'habiller devient un art, c'est le grand rendez-vous et particulièrement le beauté au pluriel qui en parle. On va vous retrouver tout à l'heure sur la rubrique. Le grand rendez-vous vous offre également le journal qui viendra à 19h45 avec Nadège Sanig à la présentation. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assim Gaba. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 avec quel menu? Assim Gaba, les journalistes de l'ORTB renforcent leurs capacités pour couvrir les élections législatives sans faille. Vous aurez le compte rendu de cette session de formation qui va durer 5 jours. Dans cette édition, on célèbre aujourd'hui la journée internationale de la baleine. La rédaction de BB24 s'est rapprochée d'une spécialiste des espèces migratrices. Elle nous parlera de l'importance de valoriser l'écotourisme et de protéger les baleines. L'ONG It's My Childhood a fait des dons aux enfants orphelins de plusieurs centres d'accueil. Vous suivrez à 19h45 le reportage réalisé sur le sujet. Donc, rendez-vous à 19h45 dans moins de 40 minutes exactement. Nadège Sanig, merci beaucoup pour les titres. On vous retrouve dans un instant. La question de la semaine, je vous la rappelle, avant le démarrage des différents plateaux, Tolegba de Godomé en feu. Que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés au Bénin? Voilà donc la question de la semaine à répondre sur la page Facebook de Bénin Business 24
en commentaire, bien évidemment. Je rappelle la question de la semaine, Tolegba de Godomé en feu. Que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés? Alors pour ce soir, nous passons tout de suite aux rubriques et on commence par nature et bien-être. Nature et bien-être ce soir parle de la surdité aiguë, bien évidemment, mais comment réduire en fait le degré de ce mal? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant et juste derrière cet élément, regardez. Elle peut être légère, moyenne, sévère ou profonde. La perte de l'audition est l'incapacité d'une personne de converser ou d'entendre les sons. Elle peut toucher une oreille ou les deux. La déficience auditive existe sous deux formes, la perte de conduction et la perte neurosensorielle. La perte de conduction, facile à gérer par le médecin, est souvent due à un corps étranger qui bouche le conduit auditif. Elle représente 10% des cas de perte auditive. Quant à la perte neurosensorielle, elle représente 90% des cas et n'est que le résultat de la destruction de cellules ciliées de la cochlée. La perte de l'audition ou la surdité peut avoir de nombreuses conséquences. Elle varie d'une personne malentendante à une autre avec comme point commun des troubles sociaux, psychologiques et physiques. Selon les médecins ORL, les personnes atteintes de déficience auditive peuvent voir leur état s'améliorer par l'utilisation de dispositifs tels que les prothèses auditives, les implants cochléaires et les dispositifs d'aide à l'audition. Elle pourrait également bénéficier de services d'orthophonie, de réadaptation auditive ou autres. Allez, merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta, pour cet élément. On revient en plateau avec M. Romed Krosbacher, qui est spécialiste en implants cochléaires. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir nous voir depuis l'autre côté de la mer. Vous êtes venu nous voir ici en Afrique. Ça marche bien? Vous trouvez le Bénin? C'est pas la première fois, donc ça marche impeccable. Ça va impeccable, d'accord. Je suis content. Alors, bonsoir, Yasmine Damata. Assimi Gaba, bonsoir. Oui, certainement que les téléspectateurs s'attendaient à voir Heureuse d'Anondé quand on parle de nature et bien-être santé. Mais c'est vous, désormais, qu'on va retrouver sur cette rubrique, Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé, Assimi. N'est-ce pas? Alors, on parle aujourd'hui de la surdité aiguë. Donc, il y a des techniques pour réduire le mal. Oui, justement, il y a plusieurs techniques, mais il y a une technique qui est plus utilisée, c'est l'implant cochléaire. Avec Romed Krosbacher, si je n'ai pas rushé, on va en parler. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, plus de 900 millions de personnes vont souffrir de déficience auditive incapacitante, ce qui fait approximativement une personne sur 10 à avoir des problèmes auditifs sévères. Docteur, dites-nous, doit-on s'inquiéter? Effectivement, parce qu'il y a une prévalence croissante dans la déficience auditive globalement, mais également en Afrique subsaharienne, notamment également au Bénin. Mais c'est lieu surtout à la population croissante, en premier lieu, et également au fait des habitudes quotidiennes. Ça veut dire c'est l'utilisation de téléphones portables, de écouteurs et d'écouter la musique très fort. Et c'est également lié parfois à des traitements des médicaments qui peuvent avoir un effet sur l'audition aussi. Là, c'est les causes de la surdité que vous venez de nous énumérer. Mais d'après l'OMS toujours, la plupart de ces personnes atteintes de surdité profonde sont des pays qui ont un niveau de revenu bas. Merci à Gaba. Est-ce à dire que la surdité est la maladie des hommes pauvres? Je ne peux pas dire que c'est une maladie des hommes ou des femmes pauvres. C'est un problème global, comme OMS vous avez déjà cité, parce que dans 30 ans, on estime que presque 1 milliard de personnes souffrent d'une déficience auditive. Et il faut savoir que cette surdité a lié à certains effets. Ça peut être congénital, ça veut dire pendant la grossesse, la femme peut avoir des différentes infections qui peuvent avoir un impact négatif sur l'audition du fœtus. Et ça peut être également un accident simple, brusque sur la tête, qui peut avoir un impact sur l'audition également. Ça peut être des infections de l'oreille, comme des otites médias.
Ça peut être également le traitement des médicaments, parce que certains médicaments, malheureusement, ils ont un effet sur l'audition également, donc c'est ototoxique. Et tout cela a un impact négatif sur l'audition du patient. Alors comment le parent peut savoir déjà que son bébé de 2 ans a un problème auditif? Bon, ça c'est une très bonne question. Il faudra normalement aller premier lieu chez les ORL pour voir avec lui quelle est la source de ce problème d'audition. Et après, normalement, on devrait faire une audiologie. Ça veut dire qu'on va mesurer quel est le niveau de l'audition que l'enfant a. Et est-ce que c'est normal, c'est dans un niveau normal, ou est-ce qu'on est confronté à une surdité sévère, approfondie, pire des cas. Oui, alors est-ce que, si vous permettez, est-ce que la consultation ORL doit être une consultation de routine pour tout être? Bon, il faut savoir dans le pays en Europe, par exemple, on a un système de dépistage néonatal. Ça veut dire, de la naissance, on va tester le bébé. Est-ce qu'il y a un problème de l'audition? Et donc, tout au début, on sait que si le patient, si le bébé a confronté à une surdité profonde, on peut le amener dans le circuit. Ça veut dire à l'affinité peut-être avec une prothèse auditive classique, ou à l'affinité peut-être avec un implant cochléaire qui peut restaurer également l'audition. Mais ce qui est important, il faut identifier les problématiques de la surdité le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Donc vous ne demandez pas donc, à tout le monde d'aller en consultation ORL, même quand on n'a pas les symptômes de la surdité? Bon, le premier symptôme, normalement, c'est dans la famille. Ça veut dire que, normalement, avec l'âge de 1 an et demi, l'enfant, il va babiller, il va prononcer des premiers mots. Et normalement, dans ces cas-là, la famille va observer s'il a un problème. Ça veut dire qu'il ne réagit pas au bruit, il ne réagit pas quand on appelle le nom, par exemple. Et là, il faut réagir tout de suite. Ça, c'est sûr. Est-ce à dire que l'implant cochléaire guérit totalement de la surdité? L'implant cochléaire, c'est une solution pour des surdités sévères à profondes. Ça veut dire un bébé qui naît avec une surdité profonde, qui ne peut pas développer ni le langage, parce que si vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas développer le langage. Et avec la technologie d'implant cochléaire, vous pouvez restaurer l'audition. Ça veut dire que c'est en quelque sorte une oreille bionique qui peut vous redonner ou donner l'audition, et vous pouvez également avoir la possibilité de... C'est ce que vous avez là, l'implant, voilà. C'est ça? Ça, c'est ce que je vous avais ramené. Donc, c'est un petit micro-ordinateur. Ça veut dire c'est une partie interne qui va être positionnée chirurgicalement. Et vous avez une partie externe qui est positionnée sur l'implant. Et là, un petit microphone qui va capter le son, qui va être transmis sur l'implant. On peut mettre ça là, sur la table. Voilà, pour que les téléspectateurs puissent voir. Je pense qu'avec cette caméra, on pourra le voir, si vous permettez de toucher. Donc ça, c'est l'implant qui est mis chirurgicalement sur l'os des patients. Et après, le chirurgien ORL, il va positionner cette porte électrode dans l'oreille interne. Et cette partie-là, il a des petits contacts. Et cette boîtier d'implant, il va stimuler électriquement l'oreille interne. Et après, cette sensation va être captée à travers les nerfs auditifs au cerveau comme sensation d'audition. Donc c'est une oreille bionique qui restaure l'audition. Tout simplement. Donc on met l'autre code là. À l'oreille, c'est ça? Voilà. Et ça, c'est le partie externe. Ça veut dire que vous mettez l'antenne sur l'implant à l'extérieur. Je pense qu'il y a votre main gauche qui cache un peu, voilà. Ok. Et c'est parti. C'est la prothèse qui est mise derrière l'oreille avec un microphone qui va capter le son. Et le son, ou la signal codé, va être envoyé sur l'antenne. Et l'antenne va envoyer ce signal à l'implant. Et l'implant va transformer cette information codée, signal codé, à une impulsion électrique. Électrique, ok. Qui va directement au niveau du tympan. À l'oreille interne, qui s'appelle la cochlée. Qui est tout petit, qui a une taille de à peu près 30 mm. Donc c'est la microchirurgie. Et ce parti va être rentré, inséré dans la cochlée. Ok. Mais le reste du dispositif, ça reste où? Ça reste externe. Ce parti-là, en blanche, ça c'est le parti externe qui est toujours visible. On met juste derrière l'oreille. Voilà, exactement. Mais est-ce que le Bénin a le plateau technique pour
Justement. Bon, on a depuis maintenant 2016, on travaille sur ce projet-là avec de différents partenaires pour justement avoir le plateau technique, premièrement, avoir également le professionnel nécessaire pour démarrer ce projet. Il faut savoir que ce n'est pas que les ORL chirurgiens qui sont importants, mais c'est également l'exploration, ça veut dire l'exploration audiologique ou de prothétique, l'imagerie radiologique et après également les orthophonistes qui suivent le famille et le patient pour faire la réhabilitation, pour développer le langage. Ça dit que le dispositif est vraiment accessible à cette population-là qui souffre vraiment de ce mal. Bon. Est-ce que c'est pas cher? Bon, ces technologies à son prix, voilà. Parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qu'on fait? On change carrément la vie de patient. Dans le silence total, à une vie normale, ça veut dire scolarisation, travail normal, une vie normale quotidienne hein, où on peut échanger. Et il faut savoir que voilà, dans les pays européens, c'est pris en charge par la Sécu, par l'assurance. Malheureusement, en Afrique subsaharienne, on est encore dans les stades de projet. Ça veut dire, c'est pour le moment, c'est chaque personne qui doit sortir cet argent pour... Ça coûte à peu près combien? Ça coûte à peu près 9 millions de CFA. Waouh! Pour avoir un seul dispositif. Pour restaurer votre audition. Pour que votre enfant peut parler. Pour que votre enfant peut avoir une vie normale. Pour que vous entendez votre enfant dire maman et papa. 9 millions de francs CFA. Je pense que en tout cas, les autorités feront ce qu'il faut en réalité pour permettre à ce que la population puisse avoir accès à ce genre de traitement, à ce genre de dispositif pour donner une vie normale en tout cas à leurs enfants. Merci beaucoup à vous, Monsieur Krosbacher. Merci également à vous, Yasmine Damata. Oui, Yasmine Gaba, merci. Hein, et juste qu'il faut que les téléspectateurs retiennent que en question de sudité, il faut mieux adopter les bonnes habitudes pour ne pas dépenser 9 millions. Merci à vous déjà pour ce conseil qui termine bien sûr cette rubrique nature et bien-être. On va passer à autre chose tout de suite. C'est Autant savoir. Autant savoir, ce soir, on fait une immersion dans le monde du commerce au Bénin. Il paraît que c'est un monde de vitalité et de déclin. Il faut choisir hein, et avoir aussi les moyens qu'il faut pour vivre dans ce monde à rude concurrence, tout simplement, le commerce. Alors, on va y répondre, on va revenir tout à l'heure sur cette question, vous offrir les astuces qu'il faut, les outils qu'il faut pour donc rester très vital dans ce monde du commerce au Bénin. Et juste derrière cet élément. Acheter, vendre, échanger des marchandises, des denrées, des valeurs, vendre des services. Si vous vous retrouvez à exercer ces activités, alors vous êtes dans le secteur du commerce. Le commerce, partout ailleurs, peut se répartir en deux catégories. Le commerce extérieur ou international, qui embrasse l'ensemble des échanges entre les nations différentes avec l'exportation et l'importation. Quant au commerce intérieur, il se limite aux échanges dans un même pays. Comme dans de nombreux domaines au Bénin, l'informel est très présent dans le secteur du commerce. Pour preuve, l'économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit avec le Nigeria, qui représente environ 20% du PIB selon la Banque mondiale. De nombreux textes et lois spécifiques encadrent les activités commerciales au Bénin. Ceci pour sécuriser et garantir un bon climat d'affaires. Et pour les faire appliquer, le tribunal de commerce a été mis en place depuis plus d'1 an. Ceci pour le bonheur des commerçants qui sont parfois lésés lors des transactions commerciales. Et pourtant, tout n'est pas rose dans le secteur du commerce. Que faut-il faire pour que véritablement ce secteur puisse apporter des devises pour le développement du Bénin? On s'interroge toujours.
Ah oui, vous avez tout à fait raison de vous interroger, Agnat Onifade Bello. On revient en plateau avec M. Jean-Bernard Favy, qui est le directeur général du commerce. Avec lui, nous allons faire un état des lieux voilà, du commerce béninois, tout simplement. Bonsoir, M. Favy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir nous parler, nous aider à faire cette immersion dans le monde du commerce au Bénin. Bonsoir, Agnat. Assem Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous êtes issu d'une famille aussi de commerçants, en tout cas d'une ethnie. Oui, d'une ethnie reconnue pour le commerce. Bon, on demandera l'avis du DG sur le sujet. C'est vrai qu'on dit souvent que les Yorubas sont commerçants d'Alaba. C'est tout à fait, c'est réel en tout cas pour moi. Je suis tout à fait d'accord pour ça. Et donc on parle aujourd'hui du commerce au Bénin. Il paraît que c'est entre vitalité et déclin. D'accord, la question sera posée justement à notre invité. Et vous le savez, mesdames et messieurs, à un moment ou à un autre, on a tous eu à commercer, soit en tant qu'acheteur ou vendeur. Et pourtant, on n'en comprend pas toujours les subtilités. Ce soir, donc, nous recevons pour vous le directeur général du commerce pour échanger sur les sujets. Donc, ma première question, DG, c'est déjà de savoir que quand on parle du commerce, qu'est-ce qu'on y met véritablement? Alors, merci d'abord pour m'avoir invité sur votre plateau. Et quand on parle du commerce, c'est une définition que beaucoup ne comprennent pas. Le commerce aujourd'hui peut être défini comme une action de vendre, d'acheter, de faire une transaction, de faire des échanges, des biens et des services entre un acheteur et un vendeur. Et défini de cette façon, c'est pour dire que le commerce ne se limite pas à l'import-export ou à la vente simplement, mais un médecin, par exemple, fait une activité commerciale parce qu'il vend une prestation. Une école qui est ouverte, qui donne une formation, fait une activité commerciale. Le conducteur de ZEM que vous prenez, qui rend un service, fait une activité commerciale. Et la petite dame au bord de la voie qui vend des beignets également fait une activité commerciale. Un couturier ou une couturière, coiffeuse. Vous comprenez que dans presque tous les secteurs d'activité, il y a ce que nous appelons l'activité commerciale. Donc, le commerce se retrouve dans plusieurs secteurs et c'est toute activité qui permet de vendre ou d'échanger des biens et des services. Des biens et des Là, services. je mets l'accent sur les services parce qu'on oublie cela. On oublie souvent cela. Alors, selon votre définition, on se rend compte que beaucoup de personnes se retrouvent au niveau du commerce aujourd'hui, mais les grands types de commerce, il y a encore le commerce intérieur et le commerce extérieur. Est-ce que nous avons les deux genres de commerce ici au Bénin? Alors, quand on parle du commerce extérieur, c'est quand un pays commerce avec un autre, soit pour importer ou pour exporter. Là, on parle du commerce extérieur. Oui. Mais quand on parle du commerce intérieur, c'est les échanges qui se font dans un État, dans un pays, entre un acheteur et un vendeur qui se trouvent à l'intérieur. Donc, c'est de façon très simple la différence qu'il y a entre les deux types de commerce, commerce intérieur et commerce extérieur. D'accord, mais au Bénin, on a les deux genres de commerce. Absolument, on a les deux, parce que si vous prenez la définition que je viens de donner tout à l'heure, vous constatez que en matière de commerce intérieur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le commerce. Voilà. Au niveau du commerce extérieur également. Au niveau du commerce extérieur également, vous allez constater que nous faisons beaucoup d'exportation et nous faisons également beaucoup d'importation. Et tout pays fonctionne comme ça. Quand vous n'avez pas, vous manquez d'un certain nombre de produits et que vous n'avez pas assez d'avantages comparatifs ou compétitifs pour pouvoir les produire sur place, il est recommandé que vous les exportez ou vous les importez pour pouvoir satisfaire les besoins au niveau national. D'accord, mais il paraît que souvent, quand le commerce extérieur a vraiment le vent en poupe, ça permet de savoir si le pays a une économie qui est ouverte sur le monde. Est-ce qu'à travers cela, on peut dire que le Bénin a une économie qui est ouverte sur le monde? Alors, je vais vous dire, par exemple, qu'en 2016, quand nous prenons les exportations du pays, ça fait 1052 milliards de francs et les importations font 1449 milliards. Ça veut dire que
nous importons beaucoup plus que nous exportons. Quand nous prenons l'année 2017, et les exportations font 1289 milliards et les importations font 1784 milliards et quelques. Mais c'est pas loin aussi. Hein? C'est pas loin, mais il y a quand même un déficit, ce que nous appelons un déficit commercial, la balance commerciale qui est toujours déficitaire de quelques milliards encore. D'accord, de quelques milliards. Mais est-ce que pour vous, on peut arriver à un équilibre justement entre les deux? C'est ce qui est souhaité dans tout pays. Dans tout pays, normalement, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça parce que vous allez constater que ça évolue. Ça évolue, on n'est pas en régression, mais à une progression. Donc, on espère quand même que les années à venir, on pourra avoir une balance. Plus importer. Oui, on va beaucoup plus exporter que importer. Et ça nécessite qu'il faut développer l'agriculture, il faut développer les industries de transformation pour pouvoir satisfaire les besoins, pour réduire, en tout cas pour faire une substitution des produits que nous importons. Est-ce que les commerçants béninois aujourd'hui ont des facilités pouvant leur permettre en réalité d'exercer bien au Bénin? Facilité, je vais dire oui. Ah, d'accord. Oui, parce que d'abord pour créer votre entreprise aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Déjà à 10 000, vous créez déjà votre entreprise. Ça, c'est une innovation. Et quand vous créez votre entreprise, vous allez constater que cette année, même l'impôt que vous devez payer comme l'impôt sur le bénéfice, pour les PME, ça a été revu encore à la baisse. L'environnement est un environnement favorable, stable, et c'est surtout un environnement stable qui favorise le commerce dans tout pays. D'accord. Bon, on n'oubliera pas cet aspect de grossiste et de détaillant. Pendant longtemps, les grossistes étaient à l'extérieur, on allait les acheter, on revenait ici, mais il paraît que de plus en plus, les grossistes et les détaillants, c'est-à-dire cohabitent. Est-ce que cela ne fragilise pas un peu le secteur? Non, parce que quand tout à l'heure on parlait d'importation, les grossistes ne sont pas hors du pays, forcément. C'est peut-être les fournisseurs qui sont hors du pays, mais les grossistes sont toujours à l'intérieur parce que c'est eux qui importent. Donc, ils sont là, mais quand eux, ils importent en gros, ils les vendent en détail pour ceux qui peuvent les acheter et revendre. Et c'est là où on voit la cohabitation, ce qui est d'ailleurs normal, entre les grossistes et les détaillants. Ce qui est interdit par la loi est que vous ne pouvez pas en même temps être grossiste et détaillant. Et pour ça s'observe ici. Bon, ça s'observe à des endroits donnés. Parce qu'on se dit, à partir de quand on peut dire que vous êtes grossiste? Quel est le nombre de produits ou de paille ou de telles choses que vous pouvez vendre pour qu'on puisse vous qualifier de grossiste? 23, 6 unités, bon, on ferme les yeux là-dessus parce que ce n'est pas encore ça ce qui est important. Mais c'est quand vous devez vendre une centaine, des milliers et en même temps vendre en détail, la loi refuse cela. Mais il y a quand même... Et vous ne devez pas le faire au même endroit. Ça veut dire que vous pouvez être grossiste, mais avoir une unité de transformation, une unité de vente en détail, mais à un autre endroit. Mais en la matière, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien tracé comme ça, où les grossistes savent où ils doivent rester, les détaillants également? Est-ce que le marché est organisé comme ça au Bénin? Oui, le marché a été toujours comme ça. Même si vous êtes grossiste vous-même, vous n'avez pas le temps d'aller faire le détail. Vous comprenez, personne ne doit vous dire que vous devez faire des détails. Il y a des détaillants qui se plaignent. Je sais qu'il y a ce phénomène contre lequel nous luttons, ce qui consiste à interdire aux grossistes qui en même temps mettent, même ils écrivent vente en gros et en détail. Ils ne savent pas que c'est une infraction déjà qu'ils sont en train de commettre en se procédant ainsi. Alors, de tout ce qu'on dit, est-ce qu'on peut dire que le commerce se porte bien? Parce que la question mérite d'être posée, puisque, selon votre définition, on a beaucoup de Béninois qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du commerce. Est-ce que l'activité se porte bien? Alors, l'activité commerciale, je ne dirais pas que ça se porte bien ou non. Mais je pense quand même que quand vous avez besoin de quelque chose et que vous pouvez trouver ça sur le marché, moi,
en tant que directeur général du commerce, je pourrais dire que le commerce se porte bien. Le commerce va se porter mal à partir du moment où il y a des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. Voilà. Maintenant, est-ce que je vends assez pour que ça puisse me procurer assez de bénéfices? Ça c'est encore un autre débat qu'on peut faire, parce que ça dépend du nombre de personnes qui exercent les mêmes activités que vous, et il faut comparer ceux qui sont les demandeurs à ceux qui sont les offreurs pour voir si on fait la répartition, quel est le coefficient qui peut vous revenir en tant qu'une unité dans l'ensemble qui exerce la même activité. D'accord. Merci à vous, Jean-Bernard Favy. Nous rappelons que vous êtes le directeur général du commerce et nous serons toujours avec vous demain pour pouvoir parler beaucoup plus des normes, des lois, de tout ce qui est test et qui encadre les activités commerciales. On aura peut-être l'occasion de revenir aussi sur les prix, parce que parfois il y a ce petit souci avec les prix. On a l'impression que d'autres font de la surenchère au moment où d'autres carrément vendent à coup bas en détruisant le marché. On reviendra sur tous ces aspects-là demain avec vous, mesdames et messieurs. Hachoum Gaba, merci de nous avoir reçus. Et n'oubliez surtout pas l'implication d'éthique dans le commerce. On en parlera. Ah oui, c'est très important. On sera ensemble demain en tout cas. Merci beaucoup à vous, Agnès Bello, Onifade, merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Bernard Favy. On continue avec vous, chers téléspectateurs. On va à l'école de la diplomatie onusienne. C'est ça, hein, à l'école de l'ONU ce soir, avec l'expert de ce grand rendez-vous. Alors, ce soir, nous parlons avec l'expert de ce grand rendez-vous de la diplomatie et jeunesse. Quelle est l'implication des jeunes béninois dans le domaine de la diplomatie aujourd'hui et comment est-ce qu'il faut donc apprendre à connaître vraiment ce domaine au Bénin. Je pense qu'il y a une initiative qui est en cours et qui va donc permettre aux jeunes béninois d'aller à l'école de l'ONU. On en parle avec Benito Koupo aussi, qui est le coordonnateur de Cotmune. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Hachoum. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau nous parler bien sûr de cette initiative qui va permettre aux jeunes béninois de simuler un peu une assemblée des Nations Unies, en quelque sorte. Ça va se passer, je pense, cette semaine. Mais avant de commencer par parler de cette initiative et des raisons pour lesquelles vous avez initié donc cette activité, dites-nous en réalité, les jeunes et la diplomatie, est-ce que ce sont deux mondes compatibles? Merci, monsieur Hachoum. D'abord, d'entrée, je vous dis merci pour ce plateau que nous avons pour présenter le projet en cours et parler de la diplomatie. Déjà, pour revenir à votre question, je dirais que oui, les jeunes adorent la diplomatie, pourquoi pas, puisque nous avons déjà des personnes qui s'intéressent déjà dès l'université aux relations internationales et pour choisir une carrière de diplomate par la suite. C'est vrai que la diplomatie n'est pas aussi autant connue que quand on parle de la démocratie, parce que tout le monde, dernièrement, nous avons parlé de la démocratie aux ADEMO l'année passée. Et cette fois-ci, nous venons avec la diplomatie. Je crois qu'on aura le temps d'enseigner nos jeunes amis. Ah oui, ce qu'il faut connaître, quand on parle de diplomatie, c'est quoi en réalité? Si vous pouvez définir cela, genre caricaturer un peu la diplomatie. Oui, disons que la diplomatie, c'est, en termes simples, c'est la connaissance des traditions et qui règle les rapports mutuels des États. Disons une façon de, là, en quelque sorte, de concilier les intérêts des États. Souvent, nous utilisons dans notre jargon pour dire mais quelqu'un est diplomate, quelqu'un fait de la diplomatie, ou même dans le couple, nous disons que voilà, la femme doit être diplomate ou l'homme doit être diplomate pour que la relation tienne. C'est une façon de concilier en termes simples. Donc, c'est en quelque sorte organiser les pays pour qu'ils puissent quand même s'entendre, discuter sur certains sujets pour le bien-être des populations. Je ne sais pas si je définis ainsi. Oui, je ne dirais pas directement comme ça. Je dirais tout simplement, pour répéter ce que je viens de dire, que lorsque vous avez deux pays, ils ont des intérêts, n'est-ce pas? Donc, et les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut quand même le juste milieu. Il faut quand même les atouts. Il faut quand même une structuration, une organisation
bien définie pour amener les deux pays vers un consensus, vers un point où chacun se retrouve dans son bain, chacun trouve son intérêt, au moins satisfait, je dirais, à quelques pourcentages donnés, quitte à fermer les yeux sur le reste. Et donc voilà. Vous simulez une telle initiative à Cotonou oui, cette semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année passée, nous avons parlé de la démocratie et au niveau de l'université pendant les ADEMO. Cette fois-ci, nous allons parler du Cotonou, du Cotonou Model United Nations. C'est vrai que nous avons mis Cotonou parce que nous connaissons Cotonou, c'est la vitrine du pays. Mais l'événement se déroule là vraiment au niveau de Aouida, principalement à l'IRSP. Qu'est-ce qui va être fait de façon concrète? De façon concrète, je dirais que nous avons la simulation de l'Assemblée générale, même de l'ONU, et puis la simulation de deux organes et commissions de l'ONU. Il s'agira de l'ECOSOC et puis du PNUD. Alors, quand vous parlez de simulation, c'est quoi simuler une assemblée Simuler générale? une assemblée générale ou simuler quelque chose, c'est mettre la chose en scène. Donc, cette fois-ci, nous voulons simuler l'Assemblée, le système des Nations Unies à travers le Cotonou pour permettre aux jeunes, les participants qu'on appelle les delegates, ils vont représenter des pays, ils vont se mettre dans la peau des diplomates. Donc ce sont de jeunes béninois? Oui, ce sont des jeunes béninois. Qui vont représenter les autres pays? Oui, ils vont représenter d'autres pays. C'est vrai que ce ne sont pas que des jeunes béninois. Nous avons, autour du Cotonou, nous avons des Américains, d'accord, d'ailleurs qui financent le projet. Nous avons des Français, nous avons des Maliens, nous avons des Ivoiriens, nous avons des Togolais. En fait, c'est un parterre de personnes parce que lorsqu'on lançait l'initiative en 2018, en novembre 2018, nous avons lancé un Google Form, un appel à candidature, et puis c'était à l'international, beaucoup de personnes ont postulé, nous avons eu assez de candidatures. Nous avons trié et sélectionné ceux qui sont. Donc, des jeunes béninois qui vont représenter des pays. Et donc, on pourra peut-être trouver un jeune béninois qui représente, par exemple, c'est pas la France. Oui, bien sûr. Vous allez même voir des jeunes béninois qui vont représenter le Japon, vont représenter les États-Unis. En fonction de leur profil, en fonction de leur personnalité, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait jusque-là. Donc, on a identifié ces personnes-là pour dire, voilà, qui peut mieux simuler, qui peut mieux se mettre dans la peau d'un Américain. Ils vont parler le japonais, ils vont parler le chinois. Ils doivent parce que chacun vient quand même avec sa langue aussi. Ils doivent normalement, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne parlent pas la langue japonaise, nous savons que les deux langues officielles, officiellement utilisables, si je peux le dire, parce qu'il y a aussi le portugais, il y a d'autres langues qui s'utilisent, c'est l'anglais et le français. Donc, le délégué, le participant a le choix entre parler le français et parler l'anglais. L'anglais. Oui. Ah, d'accord. Donc chacun viendra avec des doléances de son pays par rapport aux orientations de son pays et ensemble, donc, on va discuter. Oui. Alors, quel est l'objectif en fait global de cette initiative? L'objectif global de cette initiative, c'est de permettre aux jeunes de maîtriser le fonctionnement du système des Nations Unies, de maîtriser les protocoles qui s'observent au niveau du système des Nations Unies, de savoir c'est quoi la fonction d'un diplomate, c'est quoi les protocoles diplomatiques et comment, à un moment donné, comment concilier ou bien comment travailler à la paix et à amener la paix dans son pays. Parce que au-delà de tout, un diplomate, c'est quelqu'un qui représente son pays et dans les moments de crise, dans les moments de catastrophe, le diplomate doit être maître de lui-même, être maître de ses émotions, savoir garder son sang-froid et viser l'objectif qui est défendre son pays, trouver les intérêts pour son pays et amener le consensus et la paix. Donc c'est un peu ça. Là, je dirais que les jeunes vont apprendre tout cela et une fois tout cela appris, on espère bien qu'il y aura parmi eux des personnes qui vont quand même
choisi une carrière de diplomate. Vous êtes en train de former de futurs diplomates, pourquoi pas, ouais, pour le en Bénin, quelque sorte. Qui iront défendre pourquoi pas les intérêts du Bénin, oui, quand il y aura peut-être des assemblées de jeunesse, oui, au niveau des organisations de jeunesse, c'est ça en fait? Bien évidemment, c'est un peu ça. Parce que d'ailleurs, comme toutes nos activités et tous nos projets, ce sont des projets, des activités de formation, donc former à la démocratie, former à la diplomatie, pour qu'on puisse avoir une idée bien claire de ce qu'est le thème. Et cette année, et pour cette simulation, oui, le thème que nous allons défendre, le thème général, c'est faire des jeunes des propulseurs de développement. Si on sait que voilà la masse critique de la population béninoise et africaine, c'est les jeunes, donc pourquoi ne pas les former, pourquoi ne pas les outiller pour que partout où ils se retrouvent, ils puissent quand même défendre au mieux, ils puissent quand même valoriser, parce que ça aussi c'est un point capital. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne savent pas ce qu'est la valeur de leur pays, leur culture, même leur commune, quelles sont les valeurs que ces communes-là ont. Donc, s'ils ne connaissent pas la valeur de leur commune, de leur région, comment ils peuvent défendre ces valeurs-là au moment de défendre leur pays, j'allais dire. Donc, je crois que ça fait partie de tout cela. Le diplomate, le jeune diplomate doit apprendre tout cela pour pouvoir mieux défendre les intérêts de son pays. De son pays. Oui. Et donc, c'est ce qui va être fait donc à Ouida. Ils sont combien, ces jeunes béninois-là? Déjà... vous avez pu sélectionner? Oui. Nous avons reçu, je le dis directement, 968 candidatures. Nous avons essayé de sélectionner les meilleurs. Et aujourd'hui, à Ouida, ceux qui seront réunis seront autour de 350. 350? Ouais. C'est vrai qu'il y aura des membres, comme le système même déjà fonctionne, il y aura des membres permanents et il y aura des observateurs. Donc les membres permanents, ce sont ceux qui vont beaucoup travailler. D'abord, ils n'ont pas le choix. Les membres observateurs, eux, seront là, comme cela se passe dans le système des Nations Unies. Ils viendront, ils participeront aux différentes assemblées générales. Et puis voilà, on verra à la fin du projet une résolution qui va sortir. Et cette résolution-là, ça sera la résolution du Cotmun, la résolution des jeunes Africains qui ont participé au Cotmun. Et cela sera partagé aux différents corps diplomatiques, à la présidence, à tous les ministres et à tous les députés. À tous les députés, comme voilà, donc comme simulation, ce qu'on a pu faire. Et voici donc les recommandations. Voilà. Et on va le faire. Je pense que c'est une initiative, en tout cas, éducative, qui va mettre le pied à l'étrier à la jeunesse béninoise, surtout à la jeunesse africaine. Comme quoi, nous rêvons grand, il faut se confronter un peu plus aussi à la réalité. Parce que ça va friser un peu la réalité de l'Assemblée générale des Nations Unies. Non, mais en fait, il faut dire que le Cotmun, c'est typiquement de l'Assemblée générale. Vous ne verrez pas... D'abord, je dirais que ce serait la première. Nous pensons que ce serait la première et certainement ce ne serait pas la dernière. Oui. Merci beaucoup à vous, Benito Koubounsi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Cotmun, Cotonou Model United Nations. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. On va se retrouver certainement à Ouida avec le soutien de Bénin Business 24, pourquoi pas, et de l'ORTB tout entier. Et là, nous allons tout de suite, en attendant de vous retrouver à Ouida, nous vous rejoignons tout simplement dans la rédaction de BB24, cette fois-ci avec Nadège Sani pour le journal. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets
plastique. Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Les journalistes de l'ORTB renforcent leurs capacités pour une couverture sans faille des législatives prochaines, un défi majeur que tient à relever les autorités de cet organe de service public. 19 février, journée internationale de la baleine. Pour marquer cette édition, l'ONG Nature Tropicale sensibilise sur l'importance de valoriser l'écotourisme et de protéger les baleines. Un peu de joie dans le cœur des enfants orphelins le temps d'un week-end, une œuvre de l'ONG It's My Childhood. Les journalistes de l'ORTB se préparent à assurer la couverture médiatique des législatives du 28 avril prochain. Au détour d'une formation, ils passent en revue les fondamentaux du journalisme. L'objectif est de ne pas commettre des erreurs en cette phase sensible que peut être la période électorale. Monique Toron, Estelle Pazot. Deuxième exercice du genre pour les journalistes de l'ORTB. Après avoir passé au peigne fin le nouveau code électoral, ils se retrouvent pour une sorte de mise à jour professionnelle. Le contexte électoral reste un moment de grands enjeux pour la chaîne du service public, ce qui tient à cœur à la direction générale. Nous sommes à quelques encablures des élections législatives où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons porter l'information, la bonne information. L'ORTB, vous le savez, c'est le service public de l'audiovisuel. Nous sommes dans un rôle d'information, mais surtout d'éducation et de sensibilisation. Voilà donc, chers collègues, chers collaborateurs, la raison de la présence de ces éminents journalistes. Ils sont à la retraite, mais croyez-moi, ils sont très actifs. Vous aurez beaucoup à apprendre. Vous aurez des choses importantes à tirer de leur expertise confirmée et avérée. Pour avoir dédié toute leur carrière au journalisme, André-Marie Johnson et François Agossou en ont en effet à partager. À travers exemples et expériences vécues, ils ont procédé à une analyse critique des médias au Bénin. C'était un avant-propos pour aboutir au principe du journalisme et à l'originalité qui déserte bien souvent le travail du journaliste. Revenir aux règles de base est donc indispensable. Cette séance de formation, qu'on pourrait aussi bien qualifier d'échange à bâton rompu, s'étale sur 5 jours. Au sortir des travaux, les journalistes de l'ORTB sont prêts pour les prochaines joutes électorales. Chaque année, entre mi-août et mi-novembre, les baleines migrent au large des côtes béninoises. Ces mammifères marins menacés de disparition peuvent mesurer une trentaine de mètres et peser jusqu'à 150 tonnes. Ces cétacés offrent aux écotouristes ainsi qu'aux pêcheurs des spectacles inouïs. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la baleine ce mardi, Marie Diengue, spécialiste des espèces migratrices, alerte les populations et les décideurs sur l'importance de valoriser l'écotourisme et de protéger les baleines. Elle est au micro de Patrick Adjagboudjou. C'est des espèces qui viennent périodiquement. Ce n'est pas des espèces où on peut les retrouver en permanence dans une eau. C'est des espèces, elles viennent. Par exemple, si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Antati pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter en même temps à apprendre à leur bébé comment nager. Si
ces baleines sont dans un pays, ça permet, c'est une richesse vraiment pour le pays parce que ça attire du monde. Les gens jettent les ordures proches de nos côtes et ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces. L'ONG It's My Childhood, qui signifie « C'est mon enfance », fait œuvre utile en faisant des dons aux enfants orphelins de plusieurs orphelinats. C'était samedi dernier au Ciné Okweoloa de Cotonou. L'objectif est de partager un moment de joie et d'amour avec les enfants démunis. Petroni Lokosu, Lazamigan. Pensez au bien-être des orphelins et à leur épanouissement. C'est le credo de It's My Childhood, c'est-à-dire c'est mon enfance, qui vient au secours des enfants, les bras chargés de cadeaux. L'objectif, c'est de créer d'abord un cadre d'épanouissement à tous ces enfants-là et aussi de façon spécifique de collecter des dons et de restaurer les valeurs humaines à l'égard de ces êtres très très vulnérables. La particularité est de rassembler 100 enfants orphelins et 10 centres d'orphelinat du Bénin autour d'une soirée de distraction, de distribution de dons et de remise de cadeaux. Un don composé des produits alimentaires et autres partagés aux responsables de différents orphelinats qui ont remercié l'initiatrice. Quand on a appris l'événement, on s'est dit waouh, ça c'est l'amour manifesté. C'est l'amour manifesté. Dieu dit, voyez quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ces enfants, c'est des orphelins et Dieu les appelle mes enfants. L'amour se voit. Ce que l'ONG It's My Childhood est en train de faire, ce que tous ceux qui sont venus ici sont en train de faire, c'est de l'amour manifesté. C'est l'amour qui se fait voir. On ne peut pas rester en marge de ça. C'est ça qui nous a en tout cas poussé à mobiliser ces enfants pour rester ensemble, fêter l'amour. C'est un grand joie pour moi, pour nous inviter avec mes enfants. Et vraiment, il rend grâce à Dieu pour cette opportunité nous accordée. Pour Dieu continuer à fortifier les gens, vraiment, ils sont les moyens pour penser à ces enfants, rejeter ces enfants abandonnés vraiment pour gagner quelque chose à manger, pour gagner un niveau de vie. Âgés de 5 à 16 ans, ces enfants défavorisés reçoivent les cadeaux avec une gaieté de cœur. Je suis très content cette soirée de participer à cet événement. Pour qu'on me donne des cadeaux, recevoir beaucoup d'amour. J'aimerais souhaiter à l'organisatrice une bonne année et de lui dire merci pour cet amour qu'il veut nous apporter à nous les enfants démunis. Un geste utile qui témoigne de la générosité de Christelle Agbangla à l'égard de ses enfants dépourvus de leurs parents. Au Sénégal, le programme de formation et de recherche sur les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest vient d'être lancé. Il est financé à hauteur de 262 millions de francs CFA par Meridiam et le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Piloté par l'École supérieure polytechnique de Dakar, il va former des techniciens supérieurs qui vont évoluer dans le domaine de l'électricité pour une meilleure gestion des ressources énergétiques du pays. Reportage. Le Sénégal s'est résolument engagé dans le développement des énergies renouvelables. Leur part dans la production nationale de l'électricité est estimée à 20%. Ce programme de formation et de recherche dédié aux énergies renouvelables devrait ainsi faciliter la transition. L'idée, c'est de faire du Sénégal, de Dakar, un centre d'excellence à terme pour les énergies renouvelables qui pourra rayonner sur toute la région et sur toute l'Afrique. Le programme a été financé par Meridiam et le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Nous apportons plus de 200 000 € par an à ce programme et il va continuer et nous espérons aussi amener d'autres partenaires pour le rendre durable et le faire durer quelques années de plus.
Le projet sera mené par l'École supérieure polytechnique de Dakar. On va travailler effectivement avec les acteurs de la filière et on va aujourd'hui faire des sessions de formation qui nous permettront d'ici 2 ans de former justement 200 personnes selon effectivement des agents en activité qu'on va renforcer ou bien des techniciens qu'on va former. Un volet recherche appliquée adapté au contexte régional sera aussi pris en compte. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour mettre en place ce qu'on appelle un centre de test qui va permettre de qualifier des modules solaires photovoltaïques. C'est-à-dire que partout vous avez des modules solaires photovoltaïques qui viennent du monde, nous sommes capables de les qualifier pour dire si ces panneaux ils sont bons ou pas. Et nous sommes aussi capables de pouvoir aujourd'hui accompagner dans la maintenance. Ce programme devrait donc avoir un impact sur la capacité de gestion de la production et de la distribution de l'énergie solaire par la Sénélec. Après une année 2018 catastrophique, les prix mondiaux du café Arabica pourraient signer un retour dans le vert cette année. D'après les projections d'un pool de 9 traders et analystes sondés par Reuters, la livre d'Arabica pourrait gagner 25% d'ici la fin 2019. Le Brésil, premier producteur et exportateur mondial de la variété, devrait produire 55 millions de sacs en 2019-2020, soit 8,3% de moins que l'année dernière. Cette situation devrait creuser un léger déficit de 1 million de sacs d'Arabica. Par ailleurs, le renforcement du réal, la monnaie brésilienne, pourrait aussi influencer les prix en créant une situation de rareté, indiquent les analystes. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Merci également à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. On se donne rendez-vous donc demain 19h45 pour une autre édition. Le grand rendez-vous va continuer. On se rend dans notre salon de beauté. Beauté au pluriel, ce soir, nous parlerons de mode, d'habillement. Quand ça devient un art, c'est Beauté au pluriel qui en parle sur BB24 sur le grand rendez-vous. On va suivre d'abord ce tour d'horizon effectué par Fulgencia Rumbedi qu'on va retrouver sur le plateau juste derrière l'élément témoin. Je choisis mes tenues en fonction de la journée. Quand je prends par exemple le lundi, je regarde les activités à mener en classe. Et c'est en fonction de ces activités. Quand je prends l'exemple également du jeudi, nous avons l'EPS. Et donc l'EPS me demande beaucoup de trucs là, de déplacements physiques, des mouvements. Donc par contre, là, je choisis une tenue qui va me permettre d'amener de bien travailler avec les enfants au cours de cette journée. Je suis féru de l'habillement. J'aime le look, j'aime le style. Si je vais travailler, en début de semaine, c'est peut-être les chemises et pantalons. Jusqu'à partir de jeudi, je peux enfiler un boba, mais les vendredis, c'est souvent traditionnel au blanc. Bon, ça, c'est une tenue française. Donc, on appelle ça, bon, c'est un demi-ton. Il y a la costume elle-même en haut, et puis tu as un jean en bas. Le bas peut être du bomba en bomba, et le haut peut être un Lacoste ou bien une chemise. Je n'aime pas aussi trop de couleurs ensemble. Par conséquent, je prends au plus de couleurs, du noir sur du blanc, ou bien du bleu sur du blanc, etc. Donc je ne rassemble pas plusieurs couleurs ensemble. Il ne faudrait pas que je m'habille en désordre. La couleur aussi importe beaucoup. La couleur de la chemise peut être la couleur de la chaussure, soit la couleur du pantalon peut être la couleur de la chaussure, bon, vice-versa. Oui, hein, une question d'agencement de couleurs. Au Congo, vous savez ce qu'on dit? On va mettre beaucoup de couleurs. Hein? On va mettre beaucoup de couleurs pour casser, pour... Bon, je ne sais pas si je le dis aussi bien. Hein? Monsieur Michael Sadou-Yetin, il est habillé au conseil. C'est lui qui va nous conduire dans cette rubrique aujourd'hui avec, bien sûr, Fulgencia Rumbedi également. Bonsoir. Bonsoir, Assiom. Mais vous êtes entendu pour du blanc-noir, c'est ça? Non, non, pas réalité. Du tout. Hein? C'est ce que je constate, puisque c'est une question de couleur, de mode vestimentaire. Ah oui, et tout puis, à fait. Bon, je vois, ça se marie bien, en tout cas, entre vous. Je suis content. Ah oui. De le constater. Mais Merci. ce sera avec vous désormais qu'on va faire beauté au pluriel, Fulgencia Rumbedi. Aujourd'hui,
On parle de mode vestimentaire. On parle de mode vestimentaire. Quand est-ce qu'il devient un art? Et pour cela, j'ai invité sur ce plateau un conseiller habilleur. Voilà. Il répond au nom de M. Michael Sado-Yetin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Ça va, ça va. Parfait. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, s'habiller pour vous, c'est quoi? Oui, comme vous venez de le dire, s'habiller pour moi, c'est un art. Et cet art fait appel à des règles qu'il faut respecter pour ne pas entrer dans le décor. Alors, dites-nous, est-ce qu'il faut attendre une occasion donnée pour se mettre bien dans sa peau, prendre soin de ses vêtements? Bon, je pense que on n'a pas besoin d'attendre un événement donné pour bien s'habiller, parce que, comme je viens de le dire, c'est un art, c'est une expression. Et comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais de l'habit, on reconnaît le moine. Ah oui, voilà. C'est ça. Ça, vous avez raison. Et vous particulièrement, dans votre style, je sais pas, on l'appelle Django, hein, c'est ça? Du sur-mesure. Du sur-mesure. Oui. Sur-mesure. Et dans notre jargon ici, on dit Django. Carrément. Voilà. Ça exprime quoi en réalité? Commencez déjà par nous décrire cela, histoire d'éclairer un peu plus les téléspectateurs. Ok, comme vous le voyez, lorsque vous avez une forme un peu sortante, il faut valoriser sa forme. Nos parents, eux, avec leur temps, ont gaspillé trop de tissus. Mais nous, en notre temps, il faut vraiment valoriser son corps. On fait du taillé sur mesure. Voilà, il faut faire du taillé sur mesure pour pouvoir valoriser son corps. Parce que c'est le corps qui est à valoriser. Voilà pourquoi nous nous habillons. Ah, d'accord. Donc, quand on met l'habit sur le corps, ça doit dessiner, ça doit mettre en valeur le corps. Voilà, ça doit mettre en valeur sa silhouette. Okay. Pour qu'on puisse vraiment voir si la personne est bien taillée ou pas. Alors, vous êtes conseiller en habillement. Quelle est votre première réaction lorsqu'un client prend contact avec vous pour vous demander des conseils pour choisir une tenue pour une occasion donnée? Parfait. Je suis conseiller. Le premier client qui s'amène à moi, d'abord, je regarde son physique et je vois déjà quel style lui adapter pour qu'il puisse répondre à l'événement où il va. Et je tiens compte de ça. Et de deux, je regarde également les couleurs qu'il faut agencer. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas tous nés des artistes. Mais l'agencement aussi des couleurs, c'est un art. Et il faut faire appel à un spécialiste pour pouvoir bien les composer afin que cette personne se sente à l'aise dans ce qu'il a porté. Eh bien, vous parlez des couleurs là. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de sa carnation, de la couleur de sa peau, par exemple, pour choisir une tenue? Ouais, concernant ce volet, je dirais pas tel que vous le dites. Ok. Par exemple, pour des tenues de gala, la norme internationale recommande que ça soit la couleur noire, qui est une couleur de prestige, avec une chemise de couleur blanche. Là, si je suis noir, je vais dire, parce que je suis noir, je ne peux pas me mettre en noir. Là, je pense que là, ça va un peu biaiser, parce que c'est la norme internationale qui recommande cela. Alors, si je comprends bien, le choix de la couleur dépend de l'événement et non de la couleur de peau. Parfait. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a de tenues standards pour aller au boulot? On peut porter ce que vous avez porté, par exemple, et pour aller à un dîner, on peut également porter cette même tenue. Oui, parlons de tenues standards. Si l'entreprise dans laquelle vous fonctionnez ne vous recommande pas un code vestimentaire, je pense que la tenue appropriée, c'est la tenue de ville. Je vais parler de pantalon avec une chemise, je dirais un costume avec une cravate ou un nœud, et avec des souliers fermés en bas. Mais il faudrait que ça soit bien soigné. On peut porter aussi le bomba comme vous? Oui, puisque nous sommes en Afrique, il faut également essayer de valoriser du moins la chose commune. Et voilà pourquoi j'ai choisi de me mettre en local. C'est vrai, mais nous avons suivi dans l'élément témoin là, un ami qui disait que lui, les jeudis, préfère se mettre en pagne pour valoriser le pagne africain. Ah oui, c'est ça. Parfait. Alors, dites-nous, il y a aussi les accessoires qu'on oublie souvent lorsqu'on s'habille, on oublie de les agencer, de marier l'accessoire de mode avec son style vestimentaire. Oui,
Les accessoires sont pour la plupart importants aussi dans l'habillement. Mais si on n'a pas l'art de savoir les composer, ça aussi, ça sort des normes. Voilà pourquoi il faut faire appel à un spécialiste, à un professionnel. Je vais parler d'un habilleur conseil pour aider le client à pouvoir savoir les composer. Assume, donc vous avez compris, la prochaine fois avant de venir sur le plateau, vous allez prendre l'avis d'un spécialiste. Ah oui, Michael Sadoyetin, je vais garder le numéro tout à l'heure, je vais prendre ça chez vous, là, pour pouvoir mieux me faire conseiller. Ah oui, mieux m'habiller aussi, pourquoi pour pas. éviter les fashion faux pas. Les fashion faux pas. Voilà. Ça m'enchanterait. Ah oui. J'en serais très ravi. N'est-ce pas? De conseiller un journaliste de cette envergure. Alors, mais dites-nous, Monsieur Michael Sadoyetin, il arrive des fois où, peut-être, c'est souvent les femmes, elles veulent s'habiller, mais elles se regardent, bon, j'ai pas de voiture, peut-être que c'est Zim que je veux prendre. Est-ce que le modèle à choisir aussi ne dépend pas du moyen de déplacement que l'on veut prendre aussi pour oui. Ah oui, surtout pour les femmes, quand il s'agit d'un code vestimentaire de ville, il faut une robette remontée au-dessus du genou. Voilà, avec ça, on ne peut pas monter sur une moto. Il faut forcément un véhicule, parce qu'on risque d'exposer les parties intimes de la femme. Ok. Voilà. Et donc, pour ça, quand vous êtes en robe, choisissez moto. Choisissez plutôt la voiture. La voiture, pour faire simple. Sinon, vous allez créer des accidents. Accidents à qui ça? Créer des accidents pour ceux qui vont regarder. Vous allez offrir du spectacle. Ça ne garantit pas la sécurité routière. Pas du tout alors. Et donc, faites attention. Alors, Monsieur Michael Sadoyetin, avant de vous laisser partir, dites-nous, quels sont les vêtements qui sont tendance en 2019? Oui, actuellement, la tendance est le style communément appelé good luck. Ok. Mais je crois que vous êtes un good luck là, ou bien c'est pas du good luck? Oui, c'est du good luck, mais sur mesure. Le tissu n'est pas le tissu approprié pour le good luck. Mais avec ce style aujourd'hui, beaucoup mettent de côté le style costume, parce qu'avec ça, il y a les types de broderie. Il y a aussi de ces griffes vestimentaires que les gens souhaiteraient aussi avoir sur leur tenue. Voilà pourquoi c'est plus prôné. Et je vois bien que les gens se plaisent bien dedans. Ah oui, et ça c'est vrai, vous n'avez pas menti. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Michael Sadoyetin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était un plaisir de se retrouver dans le monde de la mode vestimentaire. J'aime beaucoup ça, vous savez. Ah oui, puisque vous aimez bien vous habiller, agencer les couleurs aussi, il le faut. Pas moins que vous aussi. Merci, Assioum. Merci, M. Sadoyetin. À très bientôt. J'espère bien que vous serez fréquent dans notre émission, fréquent dans notre salon de beauté, sur Beauté au pluriel. Je serai très ravi toutes les fois que l'occasion me sera donnée de venir me prononcer. Merci infiniment à vous. Merci déjà à vous de nous garantir votre expertise sur ce plateau et sur cette rubrique. Merci beaucoup à vous, Fulgencia. À très bientôt. Merci. Rendez-vous quand déjà Vendredi prochain. Vendredi pour Beauté au pluriel. Et ce sera avec Agnat Bello. Oui, Agnat Bello. Agnat Bello Nifade, qui aime bien s'habiller aussi. Elle aussi, vraiment, avec les couleurs, voilà. Il faut aller à son école. Surtout avec son chapeau foulard, là. On va en parler aussi. Elle en a tellement. Il faut qu'on en parle. Il faut un sujet spécial là-dessus. Allez, à très bientôt à vous sur Beauté au pluriel. Et donc, vendredi prochain avec Agnat Bello et puis Fulgencia Rontonji et d'autres invités, pourquoi pas. Alors, le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci. On va faire appel à la météo.
Allez, merci donc à vous de nous avoir suivis. Avant de partir, chers téléspectateurs, je vous rappelle la question de la semaine. Tolegba de Godomé en feu. Que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés? Oui, que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés? Sujet inspiré de cet incendie au niveau bien sûr de Tolegba de Godomé. Vous répondez sur la page Facebook de Bénin Business 24 et là en commentaire la question est déjà postée sur la page pour vous. Les réponses sur ActuWeb vendredi avec Adonis Sabon et Agnat Bello. Passez une très bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de BB24. Ciao, à demain.